Bienvenue à tout le monde sur la page Facebook d'AutoCoaching pour ce micro libre à l'heure du dîner. Donc c'est vraiment un bon moment pour vous arrêter, pour nous écouter. Un micro libre sur le thème des relations affectives. Je pense que ça va intéresser du monde. Recording in progress. Il paraît que c'est le mois de l'amour. Donc je ne sais pas ce qu'on fait les 11 autres mois, mais on va peut-être donner des trucs pour justement avoir quelque chose à faire pendant les 11 autres mois. Donc ceci étant dit, si vous êtes en rediffusion, c'est évidemment un micro libre que vous pouvez regarder n'importe quand dans l'année. Vous allez avoir des bonnes idées, des bons conseils, des bons trucs et des bonnes astuces de la part de nos invités aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'accueille Lynn Bolduc, Pascal Brousseau, Joanne Magloire pour parler de cette thématique ô combien à la fois mystérieuse et intéressante et intime. Et donc, je vais vous proposer que vous vous présentiez en quelques mots, quelques secondes. Lynn, c'est ta première participation à un micro libre avec nous. Oui, on se connaît bien dans l'univers de Coaching Québec depuis quelques années, mais en termes de qui je suis conférencière, formatrice, auteure depuis 1995 au sein des entreprises, du grand public, sur ce qui touche pour la partie grand public, les relations affectives. De là, mon ouvrage qui est en ce sens aussi, Se libérer de la dépendance affective. Comment aimer sans se perdre, qui est un peu le thème d'aujourd'hui. Donc, c'est une passion pour moi. Je suis coach certifié en PNL aussi. Donc, de là, notre belle relation amicale et professionnelle. Donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir collaborer à cette présentation-là aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir, Lynn. Merci. Deux autres visages connus des habitués des micros libres, parce que vous êtes tous les deux éclaireurs sur la plateforme d'auto-coaching. Pascal, Joanne, on va y aller dans ce sens. On va y aller dans l'ordre, OK, parfait. Pascal Brousseau, probablement que ceux qui ont déjà écouté d'autres micros libres ou qui sont sur la plateforme ont déjà vu. Pour la plateforme, je suis enseignant de Qigong. Mais dans la vie, je suis thérapeute, hypnothérapeute en fait, donc tout ce qui est relié à l'inconscient. Et comme on sait que notre vie est le reflet de notre inconscient, incluant nos relations affectives, nos relations amoureuses, je travaille avec mes clients à ce niveau-là, leur permettre de voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe. Souvent, ce qu'on retrouve, j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à m'entendre, ou je rencontre toujours le même type de personne, ou je suis encore célibataire et j'arrive pas à avoir le genre de personne que je veux. C'est toutes des choses qu'on explore. Ou je suis polygame et je sais pas choisir. Oui, c'est ça aussi. Donc, amener à faire un choix puis à être bien avec ça. OK, super. Bienvenue, Pascal. Merci. Ça fait plaisir. Et Joanne? Oui, bienvenue, moi Joanne. aussi, merci. Moi aussi, je suis éclaireur à Coaching Québec, à AutoCoaching. Je suis coach, notamment. Je suis conférencière également, formatrice aussi. Donc, j'accompagne notamment les entrepreneurs, les leaders, justement à trouver l'équilibre, l'alignement dans les différentes sphères de leur vie. Je fais aussi du coaching de couple. Donc, bien hâte d'échanger avec vous aussi les différents outils sur cette plateforme de micro libre. Super, merci. Bienvenue à tous les trois. Puis votre hôte, Nicolas Beffort. Donc, je suis le fondateur de Coaching Québec et un peu précurseur avec toute une équipe du site AutoCoaching. Donc, moi, je vais être là plus pour modérer les débats. Bien que je les dérapages. D'habitude, les dérapages, on les coupe, mais aujourd'hui, on est live. Donc, on gardera les dérapages aussi. Donc, on va parler ensemble des relations affectives. Vaste sujet, s'il en est, parce qu'il couvre finalement à peu près toutes nos relations. Il y a quelque chose d'affectif, aussi bien dans notre famille, nos amis, nos enfants, notre couple, nos parents. Alors, je ne sais pas dans quelle direction on doit partir, mais peut-être qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces relations affectives. C'est nous, en fait, ça part de nous dans notre relation avec les autres. Oui, Lynn. Exactement. Puis tu parles de ce mot-là, et quand je me suis présentée tantôt, c'est le mot qui me venait, justement. On est dénominateur commun de tout ce qui nous arrive et responsable de nos choix. Mais si on regarde dans l'aspect affectif, on dit que 80% des gens ne seraient pas fondamentalement heureux en amour, mais on a appris beaucoup dans notre société, des fois, à se mettre de côté, à pas exprimer nos besoins, à ne pas les nommer, les entendre, les vivre pleinement. Et je pense que l'aspect affectif est l'école de rêve pour revenir à soi, faire cette grande rencontre-là, où est-ce qu'on réalise qu'en tant que dénominateur commun, que l'autre est un acteur ou une actrice dans notre réalité pour justement faire émerger le meilleur de soi, si on est capable d'entendre les messages aussi, stimuler une saine communication, aller à la rencontre des parties les plus sensibles à l'intérieur de soi et à l'intérieur de l'autre. Donc, dénominateur commun, oui, et
c'est une invitation à être dans la pleine conscience. Mais quel vaste sujet, justement. Et de là, comment aimer sans se perdre? Je pense que c'est une trame de fond importante de se dire, en amour, on rêve tous d'être dans une énergie qui est pétillante, qui est fluide, mais où est-ce qu'on met nos limites? Où est-ce qu'on est à l'écoute de nos besoins? Pour moi, ça l'était en tout cas dans ma trajectoire, la révélation que quand j'ai compris ça, j'ai pu la créer, cette relation, et la vivre depuis des années. Où est-ce que je sens que je suis nourrie parce que mon conjoint est en harmonie, je le suis, on met ça en commun. Mais sinon, on a, je pense, à revenir à qu'est-ce que j'apprends à travers de cette expérience-là ou de ces expériences-là, si on a des scénarios répétitifs notamment. Donc, Et je trouve ça bien quand tu parles de pleine conscience puis d'apprentissage, parce que si on n'arrive pas à s'observer et comprendre vraiment qu'est-ce qui nous motive, cet apprentissage-là ne peut pas se faire directement. Puis je vois beaucoup comme ça, excusez, particulièrement des femmes qui font ce que j'appelle faire pour être aimé. Ils font des choses, ils s'oublient, ils rendent des services, ils se donnent, et au bout de la ligne, ils sont complètement vidés et ils n'ont pas plus l'amour parce qu'on n'aime pas les gens pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Et puis, quand on fouille un petit peu, qu'on regarde, il y a comme une notion de « je ne mérite pas l'amour » qui est profondément cachée en eux. Et donc, ces gens-là ne s'aiment pas eux-mêmes, donc ils cherchent l'amour. Puis pour l'avoir, ben, ils font des choses au point de brimer complètement leur vie pour arriver à leur fin. Pour récolter des miettes d'amour, oui, comme des on miettes, dit des fois, des miettes, à un moment donné. Je rectifierais juste un petit peu, parce que tu dis souvent les femmes. Et moi, ce que je constate, parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, des leaders, puis en ce moment, ça s'avère que c'est beaucoup d'hommes. Et je vois aussi qu'ils sont dans ce rôle-là de vouloir plaire, de vouloir... Il y a beaucoup d'attentes au niveau de la société par rapport à ce qu'on attend de l'homme. Il y a des mythes à défaire par rapport au couple également. Donc, c'est les femmes, oui, c'est vrai que dans nos sociétés, au Québec, on le voit, mais moi, je le vois aussi en France, où il y a des mythes à défaire par rapport à ça, au rôle de la femme, au rôle de l'homme. Hein. Puis aujourd'hui, on est à explorer. Il y a plusieurs moules possibles maintenant pour le couple. Moi, j'invite les gens, justement, à aller casser ces moules-là, de l'idée qu'on a de Walt Disney, du couple et tout. Ça peut être... sortez de ce moule-là, parce qu'il peut y avoir autant de couples qu'on a envie d'en créer aussi. Donc, c'est important de... Je voulais juste rectifier que oui, on a vu beaucoup de femmes, mais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, et je les entends, qui rentrent dans cette... qui sont pris finalement dans un moule qui ne leur appartient pas, puis qui ont envie d'être différents, qui veulent plaire aussi. Donc, c'est juste revoir un peu les attentes que la société ont d'eux, mais aussi eux-mêmes. Ouais. C'est bien quand tu parles de Disney, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que, tu sais, ils vivent heureux, eurent beaucoup d'enfants jusqu'à leur mort. C'est pas parce qu'une relation se termine avant la mort que c'est un échec. C'est une autre perception des relations amoureuses que les gens ont souvent. Ah ben, c'est un échec, on s'est séparés. Non, vous avez eu 20 belles années. Puis maintenant, ben, vous êtes ailleurs, transformé, vous allez rencontrer, puis l'affectivité va continuer, mais ailleurs, différemment. Ouais. Donc, ça fait partie de ces concepts-là aussi de croyances qui sont installées. Tout à fait. Puis moi, j'aurais quelques mots à dire à Walt Disney, d'ailleurs. Parce qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Là, on s'entend qu'aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Oui, mais c'était une autre époque. C'était une époque aussi où on véhiculait beaucoup à travers... pas seulement Walt Disney, le marketing et tout, c'est la femme à la maison, s'occupe des enfants, et au service de son conjoint qui rentre du travail, il faut que les pantoufles soient prêtes, que le journal soit là, que le repas soit prêt et tout, puis on vendait la nouvelle cuisinière au gars, justement en disant, voilà comment vous allez pouvoir faire plaisir à votre homme. C'était beaucoup ça dans les années 60, là, au début du marketing, donc c'est sûr que l'époque change beaucoup aussi. Maintenant... Tu sais, tu parlais, Lynn, de pleine conscience, puis toi, Pascal, tu renchérissais un petit peu là-dessus. En même temps, quand on se lance dans la vie de nos relations affectives, là, on n'a pas eu de cours là-dedans. Non. On a eu peut-être quelques modèles ou quelques contre-modèles. Et on se lance, on a les premiers balbutiements à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, là, puis on ne sait pas, là, puis on y va. Puis on n'est pas très conscient de nos besoins. On y va avec la passion, la joie, tout ce qui émerge de ça. Puis on rentre dans des relations qui deviennent sérieuses, puis on apprend à travers ça. Ouais. Puis c'est souvent plus tard dans la vie que là, on commence à se poser les questions un peu. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ça répond à mes besoins, etc. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu
contraint, je dirais, d'apprendre à la dure. Tu sais, d'apprendre... Est-ce qu'on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à la dure parce qu'il n'y a pas de cours de relations affectives? Exactement. On n'arrive pas avec un mode d'emploi ni comme enfant ni comme parent. Et on regarde souvent de 0 à 7 ans, c'est comme si on va télécharger les programmes de qu'est-ce qu'on voit se déployer devant soi, les programmes inconscients de nos parents, de nos éducateurs. Donc, on est vraiment en train de observer et de se faire une idée de c'est quoi l'amour, de c'est quoi la communication, mais sachant que dans l'histoire du monde, que l'éducation, on est tous des parents pour ceux qu'on l'est, qui faisons au mieux, mais on a quand même eu dans l'histoire le sens de la critique facile. Et l'enfant, dès qu'il est petit, veut plaire, veut être aimé, mais il développe rapidement le sentiment de ne pas être à la hauteur, j'ai pas fait ça correctement, il veut plaire à papa, à maman. Donc, il y a déjà une pression qui est immense à porter. Et on part avec ça dans la vie, comme si on nous donnait un petit sac de valeurs. Pars avec ça, mon petit garçon, ma petite fille, tu vas être heureux, heureuse dans la vie. OK, mais on se redéfinit au fil du temps avec notre personnalité, nos besoins qui nous sont propres, notre désir de légèreté, de fluidité. Et on a besoin d'avoir cette lucidité-là. Mais quel modèle d'amour avons-nous eu? Tu sais, c'est là qu'on voit souvent, moi je le regarde dans ma pratique, les gens qui en veulent des fois encore à leurs parents, et on est humain, on n'est pas là pour dire « OK, c'est correct, c'est pas correct », mais à quelque part, on devient ce que l'on contemple. On va voir souvent, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une femme dans ce cas-ci, qui aurait rencontré un conjoint après l'autre qui est alcoolique. Elle se retrouve souvent à répéter un modèle qu'elle a vu, qu'elle a trouvé difficile dans son enfance, mais son inconscient recherche le modèle d'amour qu'elle a connu. Donc, c'est ça aussi quand on arrive dans notre instant présent. OK, qu'est-ce que j'ai comme perception de mon histoire par rapport à mes parents? Est-ce que je suis capable de reconnaître qu'il y a eu des moments difficiles, mais que de là, j'ai eu un apprentissage, je suis capable de m'élever, de voir qu'ils ont fait au mieux, se faire aider aux besoins, bon, et tout ça. Et l'autre chose, et je vous laisse la parole là-dessus après, comment la personne perçoit ses ex aussi. Si les ex, c'est toutes des ci ou c'est des ça, la personne, elle est déresponsabilisée et elle n'en est pas consciente souvent. Donc, quand on dit que nous n'avons pas de mode d'emploi, bien, je pense que c'est ça l'enseignement profond qu'on a à aller chercher dans les relations, revenir à soi, qui je suis au cœur de ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, que si j'écoute ça, j'apprends à mettre mes limites, là, je vais me libérer de structures qui étaient limitatives pour moi, de garder les apprentissages, relâcher les émotions. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas eu le coffre d'outils nécessairement le plus complet, mais aujourd'hui, riche de ces expériences-là, on peut affiner nos outils davantage, je trouve. Oui, d'où l'importance de ne pas voir une relation qui se termine comme un échec. Ouais. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Comme une transformation. Mais c'est fou, tout ce que tu dis, c'est comme si j'avais des explosions dans la tête. Oh, ça, là, j'aurais eu plein de sujets. Mais je pense que le point central intéressant à dire, c'est effectivement 0-6 ans. Il y a toutes sortes de perceptions qui sont faites par l'enfant, de la culpabilité qui s'installe. Je suis pas assez, je suis pas suffisant, je dois faire pour être aimé. Le problème, c'est que rendu adulte, on n'en a pas conscience. On fonctionne avec cette espèce de programme-là qui roule en arrière-plan. Et pour le mettre conscient, on n'a pas le choix d'utiliser certaines techniques, justement, de pleine conscience, de présence et d'honnêteté à soi-même. Dire, OK, je pense ça, mais quand je l'observe, quelle émotion est là? Et quand on fouille un peu... ça remonte, puis moi, en hypnose, puis avec l'observation consciente, je le vois, je l'ai fait juste observer l'émotion. Et là, comme du popcorn, les vieux souvenirs remontent. Et là, on peut regarder clairement, avec l'émotion de l'enfant, mais avec la conscience de l'adulte, le souvenir, l'émotion, sans jugement, sans analyse, et éventuellement, l'information s'intègre entre les deux, puis la personne retrouve son centre. Oui, aller à la rencontre de l'émotion au lieu de fuir. Exactement. Ou de la rationaliser. Parce que souvent, les gens voient les choses, mais ensuite rationalisent parce que ça fait trop mal de voir ces choses-là. Moi, j'ai déjà eu une femme qui me racontait des choses épouvantables sur son conjoint et qui, une fois qu'elle a terminé, elle me dit « Ah, mais c'est un bon gars, dans le fond. » Ah oui, effectivement, avec ce que tu viens de me raconter. Donc, il y avait un mécanisme de défense qui s'installait pour dire « Je vois ça, mais j'ai tellement peur de quitter que je trouve une raison. » Elle se rassure avec ça. C'est ça, elle se rassure. C'est souvent le cas. C'est intéressant parce que ça me fait penser à un client que j'ai eu il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, puis qui me disait qu'il restait, ça fait 3 ans qu'il habite sous le même toit avec son ex.
puis il le faisait pour son enfant. Et j'ai juste posé la question, justement, est-ce que tu penses, quel modèle tu vas offrir finalement à ton enfant? Parce que l'enfant sent la tension qu'il y a entre, justement, il sait, puis il comprend bien que ses parents ne sont pas ensemble. Je disais, est-ce que c'est le modèle d'amour que tu veux? Puis ça lui a fait réfléchir, justement, à se poser la question, hey, est-ce que c'est vraiment ça? Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, justement. Des fois, on étire la relation pour les enfants, mais est-ce qu'on leur rend service finalement? Puis est-ce que c'est ça qu'on veut leur offrir? Ouais. Apprentissage par l'exemple. Exactement. Ça, donc, je pense que l'enfant vaut mieux voir ses parents séparés, mais épanouis, complètement épanouis avec une autre personne. Puis c'est ce qu'on veut offrir comme modèle aussi amoureux. Puis revoir aussi par rapport à soi, on parle beaucoup de retour à soi, d'apprendre à se connaître. Puis à l'âge adulte, quand on est adulte, puis on prend conscience, se responsabiliser là-dedans, puis voir quel style amoureux je veux développer, comment je veux être aimée, puis comment mes capacités pour justement offrir l'amour. Donc, c'est de revoir aussi, apprendre à se connaître, soi-même dans les différentes facettes, mais aussi par rapport à quand on est à deux, comme on a envie d'aller explorer tout ça. Puis c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, en cassons les moules pour inventer, justement, on parlait beaucoup de besoins, revenir à ses propres besoins. Mais ça a l'air facile quand on est dans le développement personnel, mais c'est juste comprendre, puis on le voit en CNL, en communication non violente, juste comprendre ses propres besoins, prendre conscience de ses besoins, c'est déjà tout un apprentissage à faire. On pourrait en parler pendant longtemps, juste de ça. Donc, d'abord, arriver à prendre conscience de soi, de ses besoins, puis après ça, comment je veux vivre ça avec l'autre, puis prendre conscience aussi des besoins de l'autre. Oui, puis l'importance de l'écoute, tu sais, il y a une différence entre entendre et écouter. Je caricature un peu, puis c'est pas tant de caricature que ça, des fois, en séminaire, de dire aux gens, OK, imaginez-vous que monsieur ne parlait pas beaucoup de ses sentiments, de ses émotions, ses états intérieurs, puis là, ça fait longtemps que madame lui demande, et il ose enfin, puis là, elle lui dirait, « Non, mais je te l'ai dit que tu étais comme ça, enfin tu l'avoues, tu sais. » Ben, on est dans l'éteignoir. Donc, l'ouverture l'un à l'autre, comment tu vis ça? Parle-moi de toi. C'est ce qui nourrit la relation. Et quand tu parles des styles amoureux, bien, ça l'amène vers Gary Chapman, dans le fond. Tu sais, les 5 langages de l'amour, que c'est un côté, c'est ça que je te laisserai. Mais je trouve que quand on comprend les besoins de l'autre, qu'est-ce qui fait que l'autre se sent aimé, que ce soit est-ce que la personne a plus besoin de toucher, on en reparlera tantôt, mais plus besoin de câlins, plus besoin de compliments. Bien, qu'est-ce qui te nourrit, toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est un champ d'émerveillement, une relation, mais souvent, ça devient un champ de bataille, de jeu de pouvoir, de contrôle, et c'est là qu'on se perd complètement. Donc, je trouve que chaque journée est une occasion d'émerveillement. Puis, il y a sûrement des gens qui nous écoutent que vous êtes célibataire aussi, puis je pense que c'est important que vous soyez célibataire ou en couple, de se dire, qu'est-ce que moi j'ai besoin? C'est quoi mes territoires non négociables? C'est quoi qui me nourrit, qui fait que je sens de la joie en dedans, mais qui part de moi et que je peux partager avec l'autre? Mais souvent, dans la vie amoureuse, je trouve que les gens, puis on l'a tous fait peut-être, là, on confie un contrat à quelqu'un. Ah, avec lui ou elle, je vais être heureux ou heureuse. Ouais. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Non. C'est comme si l'autre allait répondre à tous nos désirs. Exactement. Ouais, et le piège, il est là beaucoup. Ouais, donc, nourris cette lumière-là à l'intérieur, connecte à ton essence. Et de là, tu partages tout ça. Ça fait un sens qui est différent. Le partager un peu, quand tu as parlé de communication non violente, je trouve ça intéressant parce que la façon de le communiquer, puis on parlait tantôt de l'enfant qui se sent jamais assez, ben, je sais pas, la conjointe qui fait une demande à son conjoint et que lui, au lieu de le percevoir comme une demande, le voit comme une critique, ben, ça réveille en dedans son fameux sentiment de ne jamais être assez. Et là, il y a un mécanisme qui se met en place, un masque, là, une armure, et il se ferme. Et là, cette femme-là dit « Ah, j'arrive pas à passer mon message, il m'écoute pas. » Oui, mais c'est que tu as réveillé quelque chose. Exactement. Contourne le masque, va mettre de la sécurité, le masque va tomber, et là, tu vas avoir une écoute plus clair. Mais tout ça, c'est de l'apprentissage. C'est certain que c'est de l'investissement. Les gens voudraient que ça soit facile. Ouais. Mais la facilité, jusqu'à maintenant, dans ma vie, je n'ai pas vu que ça donnait vraiment de résultats. Toutes les choses demandent un certain engagement, un investissement, puis une part d'effort. Oui, puis revenir à soi, à se responsabiliser. À ses besoins. On peut, arriver à combler certains besoins de l'autre, mais on ne peut pas combler tous les besoins de l'autre. Donc, on a notre propre responsabilité par rapport à nos propres besoins. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du conflit en couple. Mais le conflit, dans le fond, c'est quoi? Le conflit, c'est la différence entre toi et moi. Puis quand on comprend qu'on est 2 personnes différentes, puis en PNL, on parle de territoire, mais moi, en couple, je leur parle de planète.
parce que j'ai vraiment l'impression des fois qu'on vit sur des planètes complètement différentes. Puis là, c'est d'aller mettre sa casquette de touriste, d'aller visiter la planète de l'autre en disant « Hey, ça fonctionne comme ça sur ta planète. » Parce que finalement, la différence... C'est mieux tout risque que tout risque. Oui, c'est ça. L'assurance, oui, c'est ça, les assurances touristes. Mais tout ça pour dire qu'il faut arriver à aller voir, penser qu'un conflit, c'est OK. C'est OK d'avoir un conflit parce que c'est une différence. On peut avoir des différences d'opinion, des différences de façon de penser, de façon d'agir, etc. Mais qu'est-ce qui vient peut-être troubler dans le conflit, le couple? C'est l'escalade, finalement, qu'il peut avoir dans le conflit. Et c'est ça que c'est. Donc, le conflit en tant que tel, bien, il peut être même très sain de comprendre l'autre, comment l'autre fonctionne, etc., d'avoir cet échange-là d'opinion et de perception. Mais c'est d'éviter l'escalade, par exemple, dans le conflit. Et c'est là que c'est important de se connaître, puis d'être dans l'ouverture par rapport à l'autre, puis de voir, bien, OK, l'autre pense différemment, OK, c'est correct, je peux l'accepter. Là, on parlait de communication. Puis c'est de comprendre ses propres signes. Ah, qu'est-ce qui va amener à l'escalade dans ce conflit-là? Est-ce que j'essaie d'imposer mon opinion à l'autre? Est-ce que j'essaie de... donc, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce qui pourrait escalader pour que le conflit devienne une dispute? Et là, c'est la dispute qu'on veut éviter. Ouais. Donc, puis arriver à déscalader, justement, s'il y a conflit. Mais c'est un double défi, hein, parce qu'on parle beaucoup de se connaître soi-même, de se responsabiliser et tout, mais dans une relation affective, on est deux. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a un qui est, ou une, qui est engagé dans ce chemin, je veux comprendre mes besoins et tout, mais que l'autre, finalement, reste dans le schéma, je veux dire, c'est un travail qui doit se faire finalement en parallèle, les deux, oui, être à l'écoute des besoins de l'autre et tout, mais si moi je travaille sur mes propres besoins, ok, je suis très conscient de tout ça, c'est fictif, hein, là, je fais comme si. Hein, je suis très conscient de tout ça, de ce qui me ferait du bien, de ma responsabilité vis-à-vis de moi-même, de mon bonheur, etc., etc. Et en même temps, je décode pas mal le langage de l'amour de ma partenaire. Et puis, moi, mon désir, c'est de combler ses besoins. Oui, mais si elle, de son côté, ou c'est bon dans l'autre sens aussi, là, si lui, de son côté... ça marche bien sans que je fasse ce travail sur moi-même parce que l'autre comble mes besoins. Il y a quand même un déséquilibre à terme qui va se créer à ce niveau-là. Donc, pour que la relation affective soit saine, je dirais que les deux parties doivent faire aussi ce travail individuel. Idéalement, mais comme ce n'est pas la réalité, très souvent, j'ai des couples ou, des femmes surtout, là, c'est surtout des femmes, il faut croire, qui travaillent sur elles, de ce que je vois, disons, mon entourage, et les hommes sont Joanne, elle voit les hommes. Sont pas intéressés, mais tant mieux si les hommes vont voir Joanne. Et ce que je leur dis, c'est faites-le pareil. Parce qu'ils vont me dire, oui, mais moi, mon conjoint, il veut rien faire, il veut pas s'investir. Toi, fais-le. Fais ta part. Parce que là, vous êtes dans une dynamique A-B, et si toi, tu changes et tu deviens C, ce sera une dynamique C-B. Puis au moins, elle aura changé. Et il y a 3 possibilités possibles. Soit éventuellement, l'autre partenaire va trouver ça intéressant et il va embarquer. Soit il va se braquer et suite à ça, il risque de quitter ou ça va faire éclater la relation. Mais je pense que la croissance personnelle reste la chose la plus importante. Rester dans le statu quo... il n'y a pas d'épanouissement possible. Je le vois en coaching de couple. Des fois, les gens arrivent à 2, mais des fois, ils arrivent seuls pour travailler le couple. Puis ça prend juste une personne des 2 pour changer la dynamique. Oui, puis on le voit aussi avec le triangle de Cartman aussi. Si moi, je suis dans la victime, l'autre est dans le sauveur, etc., ça fonctionne parce que les gens, tout le monde contribue. Parce que les 2 embarquent. Exactement. Mais si toi, tu décides de changer, tu prends connaissance de ça, ça va changer, veut pas la dynamique d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est soit que ça fonctionne, puis l'autre réalise des choses, ou ça fonctionne plus, puis on prend des chemins peut-être différents. Oui, sinon, parce que moi, je le vois en coaching aussi, je suis dans le domaine aussi, puis je vois autant des hommes, des femmes, puis sinon, c'est comme si on était dans une embarcation, puis il y en a juste un des 2 qui rame, fait qu'on tourne en rond. Mais l'important, c'est que cette expérience-là qui se vit avec l'autre, bien, elle nous sert à aller transformer, alléger quelque chose à l'intérieur pour éviter de répéter le scénario par la suite. Sinon, on s'enfuit puis qu'on ne regarde pas les choses en face, bien la prochaine expérience va être à la lumière de ça. Puis ce qu'on voit beaucoup dans les relations aussi, la notion de non-mérite dans la vie en général, qui vient avec le sentiment de rejet, de ne pas être à la hauteur, le manque d'estime, de confiance en soi. Si une personne est dans un sentiment de non-mérite parce qu'elle s'est sentie pas à la hauteur ou rejetée beaucoup dans sa vie, et c'est une perception, bien entendu, aussi qui s'est maintenue, bien, si pour elle, c'est une programmation de fond, et on sait qu'on fonctionne beaucoup à peu près à quoi? 90-95% au niveau de l'inconscient de nos programmations internes, si la personne a une sensation de non-mérite en dedans,
bien, elle va inconsciemment aller vers des gens qui vont lui prouver qu'elle ne Oui, mérite ça. pas d'être aimée et elle va attirer des gens pas capables de l'aimer comme elle n'est pas capable de s'aimer elle-même. Oui, on va dans la dépendance affective. Eh, Souvent, exactement. Le choix du partenaire. C'est ça, Effectivement. exactement. Juste Donc, la ça. dépendance, c'est je confie un contrat à l'autre de me rendre heureux. Puis la codépendance, bien, j'ai besoin du problème de l'autre pour me sentir exister. Tu sais, dans les deux cas, la personne est perdante. Donc, de là, l'importance de dire, hey, la vie m'offre une occasion extraordinaire d'être la version la plus libre intérieurement de moi-même. Et c'est ça, je pense, la beauté des relations affectives bien exprimées. Ouais, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Fais-toi plaisir. Est-ce qu'il y a ça? Ah, j'aime ça. Non, mais je vois des couples et je connais des gens où on est capable de l'extérieur, parce que de l'extérieur, on est toujours meilleur pour voir ce qui se passe dans la dynamique Ouais. que quand on a le nez dedans. Je vois des gens qui sont dans une espèce de dynamique triangle de Karpman, Ouais. etc. OK, bourreau, victime, sauveur, etc. Puis ils naviguent là-dedans, puis ils sont parfaitement heureux. Depuis 30 ans, 40 ans, leur dynamique tourne autour de ça. Nous, on vient quand même avec un modèle très axé, puis c'est un peu le but de l'auto-coaching, on veut partager les outils de développement personnel, etc., que c'est bon de se responsabiliser, d'aller voir à l'intérieur, etc. En même temps, il y a plein de gens qui ne le font pas et qui vivent une relation de couple ou autre dans laquelle eux se définissent comme étant parfaitement heureux. Puis il ne faut surtout pas que ça change, mais ils sont dans cette dynamique de dépendance. Ça, on le voit de l'extérieur. Oui. Donc, Mais relation s'ils veulent Sont-ils- rester là, c'est- c'est correct. S'il c'est n'y a pas de ça. souffrance, Oh, ouais. s'il n'y a pas de Ouais. souffrance, il n'y a pas de Exactement. problème. Ouais. En fait, les gens qui vont écouter ça, souvent, c'est des gens qui cherchent des réponses. Ouais. Et pourquoi ils cherchent des réponses? Parce qu'il y a une forme de Oui, il y a souffrance. une forme de souffrance. Puis tu l'as dit, de l'extérieur, ça paraît beau, mais de l'intérieur, peut-être que justement, Oui, bien sûr. si on là, joue c'est toujours clair. la victime ou on est toujours le sauveur, il y a un décalage. Donc, mais si ça fait l'affaire puis que les gens, c'est comme une dynamique qui leur convient, ben, pourquoi pas? C'est vraiment... Parce que Ouais. c'est intéressant, parce que c'est vraiment la dynamique, effectivement. Ouais. Ils attirent ça à eux. Puis un jour, j'ai entendu Pascal Piquet, les gens doivent la connaître, là, Ben c'est oui. une coach assez connue, justement, en relation de couple, qui parlait des femmes, je vais utiliser le mot victime, mais elle n'aimait pas ce mot-là, victime de violence. Et elle disait, elles ne sont pas des victimes, elles sont des complices. Et ça m'a heurté au départ. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et par après, j'ai réfléchi, je l'ai mis sous l'angle de l'inconscient, justement, et effectivement, inconsciemment, elles sont complices. Elles acceptent ça, elles retournent vers ça, parce que, comme tu disais tantôt, elles répètent ce qu'elles ont connu. Ouais. Et la majorité du temps, pour ne pas dire tout le temps, à chaque fois que j'en rencontre et qu'on regarde un peu le pattern de l'enfance avec les parents, il y avait un des deux parents qui oppressait, Ouais. qui écrasait, qui violentait. C'est juste que le mot répétait. complice est un peu fort. Parce que Ouais, complice, il est ça veut fort. dire que je suis conscient. Que c'est conscient et volontaire. Puis, C'est pour ça que je pas trouvais que toujours, c'était fort, mais j'ai compris que inconsciemment, Complice elles sont inconscient. complices. Ouais, C'est d'accord. très merci. inconscient. C'est Ben, ça. Ben, c'est comme les gens qui attirent des gens pervers, narcissiques ou manipulateurs. Tu sais, si cette personne-là, on l'aurait laissée rentrer dans notre vie, bien, c'est quoi qu'elle nous enseigne? Prends ta place. Tu sais, Ouais. il y a un message derrière tout ça aussi à entendre. C'est pas un hasard, là. Tu sais, c'est comme il n'y a pas quelqu'un au-dessus d'une ville qui dit « Toi, je t'aime pas à face et je vais aller mettre ça dans ta cour. » là. Encore une fois, c'est se Effectivement. responsabiliser C'est ça. par rapport à ce qui nous arrive, Ouais. par rapport à notre relation. Ouais. La Exactement. plus grande erreur dans ça, puis on le voit beaucoup sur Facebook, Internet, les gens vont dire « Ah, les pervers narcissiques, c'est des ci, c'est des ça », et ils vont beaucoup accuser et lancer la pierre. Mais moi, ce que je leur dis, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu l'as attiré, mais que je connais plein de femmes qui ne l'ont jamais attiré. Donc, arrête d'y lancer la pierre. Lui, c'est juste un type de personne. Qu'est-ce qui Avec fait ses que blessures, avec ouais, ça. qu'est-ce C'est qui ça. fait que tu l'as laissé rentrer dans ta vie? J'ai une femme un jour qui m'a dit, je suis rendu au 5e, je suis tanné, les hommes, c'est oh, qu'est-ce qui fait que toi, t'es rendu Ouais. à 5? Elle est complice. Ouais. Et je Des me suis rendu nominateurs compte communs. qu'il y a deux étapes. Il y a vraiment deux étapes. De un, le conscientiser, puis voir le pattern, mais de deux, faire vraiment la paix avec ça et arrêter d'en vouloir et d'accuser. Ouais. Parce que tant et aussi longtemps qu'ils résistent, ben, ces femmes-là qui font juste faire la première étape, en prendre conscience, je me rends compte qu'elles restent célibataires très, très, très longtemps parce qu'elles continuent à attirer ça, le repousser parce qu'elles en ont conscience, mais à l'intérieur, ce Le qui travail est vibre, pas fait. les émotions, fait qu'elles n'attirent pas autre Ouais, chose. c'est ça me fait penser à une personne qui me dit un jour, il dit, moi, j'ai réglé ça, c'était un monsieur, il dit, j'ai réglé ça, le problème de la dépendance affective, moi. Il dit, ça fait 3 ans que je suis tout seul. C'est ça. 3 petits points pour l'exclamation. Bisous, Fait bisous. qu'on- on en a Ben, parlé. On commence par... On commence par où?
Si c'est un choix parce que tu veux voyager, tu as le goût de vivre ça, ton état est en paix à l'intérieur, c'est une chose. Mais si c'est pour fuir quelque chose, pour ne plus avoir mal, il y a un petit module en dedans qui est encore là. Puis on travaille avec les gens qui sont célibataires, c'est ça qui est intéressant de voir. Est-ce qu'on pense des fois c'est par choix, mais comment on peut utiliser le célibat justement pour aller voir tout ça, mes relations passées, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie. Donc c'est intéressant. Le célibat peut être un moment super intéressant pour aller explorer tout ça. Donc, pour les célibataires qui nous écoutent. Définitivement. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, des fois, une personne peut dire, OK, je reste célibataire, j'ai eu mal. Par exemple, une personne qui aurait vécu de la violence psychologique ou physique, elle a besoin de se reconstruire. Mais si c'est par fuite, comme tu dis, puis qu'elle reste là-dedans, puis qu'elle n'ose plus aller, bien, elle est comme en zone, à un moment donné, sans dire neutre, mais elle ne vit plus nécessairement ce qu'elle voudrait au niveau de son être profond vivre si elle s'autorisait à aimer, être aimé, se laisser aimer. Il y a toute cette dimension-là aussi de la relation de l'amour avec soi. Quelle place que je me donne au cœur de ma vie en renouant avec mon essence, mes qualités, tout mon potentiel d'épanouissement, au lieu de continuer de marcher, de ramper sous ce qu'on a perçu qui pouvait venir des autres. La peur du jugement des autres, la peur du regard des autres, ça l'handicape des gens tellement. Donc, c'est ça, je pense que la relation amoureuse amène à rayonner en puissance. On parle de femmes, j'ai accompagné des femmes à travers le monde et tout ça. Aller chercher dans la puissance féminine ce qu'on a de besoin, et qu'on soit homme ou femme, on a tous le côté féminin et masculin. Notre côté féminin a besoin de bienveillance, d'amour, de douceur, de présence, d'écoute. Et notre côté masculin, c'est celui qui se met en action pour justement nous propulser vers ces valeurs-là et créer notre vie à notre image. Donc, on cherche un couple dans notre vie, si on ne l'a pas, mais on a à créer ce couple intérieur-là. Tout à fait. C'est cette unité-là qu'on a à faire avec soi. Et je trouve qu'il y a des gens, comme tu dis, qui vont être dans leur petit monde, puis mettre au boulot dodo, puis ils se confortent là-dedans, puis ils sont bien. Mais quand une personne est à la recherche du sens de sa vie, bien, elle est dans des questionnements profonds comme on amène aujourd'hui. Et je trouve que de remettre de la douceur, de la bienveillance, de la présence à soi sans jugement, c'est une clé de base pour être capable de se redonner ce qu'on recherche à travers l'autre. C'est une base. Ouais, sauf que ça a l'air facile dit comme ça, mais effectivement, il y a des années, mais la récompense est grande. C'est ça. Et en plus, c'est pas figé. Je veux dire, quand tu es en couple avec quelqu'un, ça change. Il y a une dynamique relationnelle qui change. Tu n'as pas la même relation quand tu as 20 ans et que tu as fait des projets d'avenir, d'enfants et tout. Quand tu en as 40, puis 50, enfin, je veux dire... Même dans un couple, il y a plusieurs cycles dans un couple. C'est ça que je veux dire. Les besoins, si tu rencontres une personne, tu avais certains besoins, mais dans 5 ans, 10 ans, tes besoins peuvent changer. Puis après ça, juste dans les défis dans un couple aussi, c'est qu'il y a plein d'autres éléments. L'arrivée d'un enfant, bien, ça peut bouleverser. Le déménagement, si tu vas... De 2, 4. Je dis ça, je dis rien. C'est ça, aussi, un déménagement, ça vient bouleverser. Il y a comme plein de petits trucs qui viennent bouleverser un couple. Puis, donc, ça demande toujours de l'ajustement. Même juste le fait d'emménager, c'est une première étape. Au début, on est chez soi, puis après ça, on aménage. Ça demande beaucoup de flexibilité. Ça demande... Donc, il y a plein de... La maladie, on a vu avec le confinement. Combien de personnes au début, on se voyait le soir, après le boulot et tout, mais là, on est 24 heures sur 24 ensemble. C'est un beau défi pour le couple de voir OK, là, on va se réajuster. C'est pas comme ça qu'on avait l'habitude d'agir. Puis là, maintenant, 24 heures sur 24 avec la même personne, ça peut... on a peut-être des questions à se poser. Puis, c'est plus facile quand on l'a choisi en fonction de certains critères. On a quand même cette chance-là, je dirais en Occident, de dire je peux choisir avec ma tête et avec mon cœur. Alors qu'à certains endroits, c'est la tête. Tu te maries pour la fortune, pour tout ça. Et souvent, les erreurs, c'est lorsque c'est juste le cœur et qu'au niveau logique, il n'y a rien qui fonctionne au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on recherche. Je dis souvent à mes clients, mais faites-vous une liste, mais pas une liste neutre globale. A, B, C. A, c'est vraiment... Ça, c'est... On ne fait pas de compromis. Il en manque un, c'est non. B, c'est les choses qu'on aimerait. S'il en manque un ou deux, s'il y a toutes les A, on y va quand même. Puis les C, c'est arrêter de focusser sur les niaiseries qui risquent de briser votre couple, comme il baisse pas le banc de toilette, il remet pas le bouchon, des choses comme ça. S'il y a tout le reste, tu es en train de briser ta relation pour
des pécatives. Mm. Et je trouve que c'est mieux que de juste faire une liste et de tout mettre sur le même piédestal. Tout à fait. Oui, puis les personnes, ça m'amène à penser qu'est-ce qu'on veut de la relation, qu'est-ce qu'on veut vivre, les caractéristiques qu'on recherche. Une personne qui est célibataire, tu sais, puis qui rencontre quelqu'un pour la première fois, bien, d'être authentique aussi. Tu sais, des fois, quelqu'un peut se montrer sous un jour pour plaire, mais il va y avoir une différence entre le charme et la séduction, si on veut. La séduction, c'est plaire en espérant être choisi, par exemple. Le charme, c'est « je suis naturel ». Voici, c'est moi. Donc, d'être capable d'avoir cet alignement intérieur-là qui est fluide, qui est spontané, déjà là, on est authentique avec l'autre, on l'a avec soi. Sinon, imagine dans 6 mois, dans 1 an, quand les vrais traits de personnalité ressortent, il se passe quoi comme des illusions? Tu sais, on a joué un jeu à ce moment-là. Et dans une communication en début de relation, de voir est-ce que si pour soi, c'est important de parler d'émotions, parler sexualité, d'être capable d'aller vraiment dans les détails sensibles de la vie, de qu'est-ce qui peut arriver comme défi des fois et autres, puis qu'on s'aperçoit que l'autre n'est pas capable d'aller là-dedans. On a déjà là un petit drapeau. Tu sais, tu parlais de Pascal tantôt, que je connais bien aussi. C'est comme si tu arrives pour décoller en avion, puis que le tableau, il y a des clignotants qui sont là, puis ça dit risque de dépressurisation, puis un pneu risque de crever, puis tu décolles pareil. Les gens décollent pareil. Tu décolles pareil. Ils le savent consciemment, mais ils sont nés par pour quelque être choisi. chose ici. Ouais, pour pas être abandonné, parce que le sentiment d'abandon, tu sais, on est prêt à n'importe quoi, des fois, pour être choisi, pour ne pas vivre cette solitude-là. Oui, mais tu es d'accord que même si on est très authentique, puis on a travaillé sur soi, quand on commence une relation, bon, on peut regarder la personne, on est fébrile, c'est la passion, etc. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut réaliser que les défauts, on les voit, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas grave. C'est ça. Oui, je l'aime, mais il est beau, il est intelligent, etc. Donc, dans la vraie vie, là, c'est qu'il y a la passion et tout, puis on les voit, les défauts, mais on les met de côté. Ouais. Mais c'est de savoir que, OK, être assez wise et dire, je les vois, ces défauts, à un moment donné, tant mieux, on vit ça, c'est merveilleux, la passion, c'est extraordinaire, mais que ces défauts qu'on a mis de côté, là, ils vont réapparaître. Tu sais, quand la passion va descendre un peu, là, ben, les défauts, ils les avaient, il les a montrés, il était très authentique, mais c'était là, puis là, ben, oups, peut-être que je vais les voir davantage, puis là, puis là, c'est de comprendre que la passion, ben, tant mieux, ça l'a soudé, parce que tu te rappelles quand ça va pas, les beaux moments que tu as vécu. Puis, mais tu vois pas tout dès le début, parce que sinon, tu t'engages jamais. Je veux dire, on va apprendre à se connaître pendant 10-15 ans, et puis on va voir. C'est ça. C'est une stratégie. Non, mais c'est un défi des relations affectives aussi. Je veux dire, c'est accepter le fait que, bon, je me suis engagé là-dedans en étant authentique, l'autre personne a été authentique aussi. Tu sais, on a fait notre travail sur nous, puis on se rend compte après quelques mois que ben, c'est juste pas un match, tu sais. Et puis chacun va garder ce qu'il a à garder de cette relation-là aussi. Donc, sinon, on s'engage jamais. Des fois, les gens, malheureusement, en font un drame de ça. Je l'ai vu justement hier sur Facebook, quelqu'un qui disait, bon, encore une fois, après 1 mois, il est parti, il n'y a personne qui veut s'engager, mais c'était peut-être juste pas un bon match. Tu sais, les réseaux sociaux sont super pour ça. C'est vraiment comme une fenêtre sur le monde pour voir les réactions des gens, leurs patterns. Les gens s'étalent beaucoup là-dessus. Puis je me souviens un jour d'une femme qui décrivait un homme, puis est-ce que ça existe, un homme comme ça? Puis les hommes sont tous puis là, elle critiquait. Puis j'ai juste répondu, il existe cet homme-là. Il attend que tu sois rendu au même niveau, tu sais, pour être avec. Mais je pense qu'elle n'a pas compris. Mais moi, j'aime brasser. Puis j'ai pas utilisé ce mot-là au même niveau, mais j'ai dit, il attend, je pense que j'ai écrit quelque chose comme, il attend que toi, tu sois prête pour arriver. Mais ça voulait dire, parce que je vois tous ces autres pauses, donc je vois toute la résistance, la haine, ben, si tu veux quelqu'un de bon, peut-être tu devrais te débarrasser, toi. Elle est partie de chez toi en disant, encore un. Dans le fond, ça revient à comment tu te traites, toi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu t'offres à toi-même? Qu'est-ce que tu offres aux autres? Donc, exige pas ce que tu ne peux pas offrir, mais avec honnêteté et conscience, parce que la majorité des gens vont dire « Ah ben oui, je peux, moi j'ai ça à offrir », mais en réalité, quand arrivent les épreuves, c'est pas ça qui sort. Je me souviens d'un dicton quand je suis allé en Afrique qui disait « Si tu veux connaître vraiment quelqu'un, va passer 1 semaine dans le désert avec lui ». Effectivement, lorsqu'arrive la tourmente, les difficultés, la vraie personne sort. Donc,
des détours dans le désert, c'est Ouais. vrai. J'avoue que quand tu es avec une personne, tu connais toute la personne. Ouais, donc, tu Ouais. sais, faut être quand même, ça demande un niveau quand même de prise de conscience puis d'honnêteté à envers fait, soi-même ouais. de ce qu'on a à offrir, de ce qu'on est réellement. Là. Puis quand tu es rendu là aussi, c'est de voir les cadeaux de tes ex-relations aussi. Moi, je pense que... Puis j'amène les gens à aller voir les cadeaux parce que je suis sûre que, pour moi, j'ai cette croyance que chaque relation a apporté un cadeau parce qu'elle m'a fait grandir, a fait la femme que je suis aujourd'hui, m'a fait réaliser des choses sur moi. Donc, c'est d'aller voir, même si, ah oui, vous êtes en froid avec votre ex, mais d'aller voir qu'est-ce qui m'a apporté finalement pour moi. Comment je peux sortir gagnante de ça, grandie de ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi par rapport à mes relations? Donc, reprendre encore une fois sa responsabilité. Quand ça va bien, c'est bien, la responsabilité, on peut la prendre. Mais aussi quand ça va pas, quel rôle j'ai joué ou que je n'ai pas joué finalement dans cette relation, puis qu'est-ce que ça m'a appris sur moi. C'est pour ça qu'on dit que ça a toujours été la bonne personne. Qu'est-ce qui fait que je l'ai attirée et que ça m'a permis d'évoluer? Et c'est ça, la pleine conscience. Ben, c'est ça, exactement. Effectivement, et pourquoi je l'ai attiré? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui vibre avec... Ouais, exactement. C'est un de mes amis qui m'expliquait, il dit, c'est un peu comme du pairage Bluetooth. Puis le Bluetooth, il cherche sans arrêt, puis à un moment donné, whoop, il trouve une bonne connexion qui fit, et là, on se rend compte. Qu'est-ce qui fait que ton Bluetooth est à la fréquence du Bluetooth de cette personne-là? Ouais. Donc, tu as intérêt à te questionner. Très bien C'est dit. ça le principe de la responsabilisation, mais je me rends compte, c'est difficile souvent comme message à passer. C'est pas la majorité. Les gens sont beaucoup plus souvent dans la victime. Ce qui leur arrive, c'est l'extérieur, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui a été méchant, c'est... À un moment donné, demande-toi pourquoi toi, tu t'es retrouvé. Oui, mais c'est plus facile. C'est plus ça. facile Ouais. parce que quand tu es déjà dans... Regarde, une rupture amoureuse, c'est déjà dans la souffrance de la rupture, dans la... c'est pas toujours évident dans cette souffrance-là de se dire bon, je vais me regarder moi-même, ma responsabilité prend un temps. là-dedans. Oui. Ça prend Ouais. avec le temps, c'est quand même un cheminement personnel. C'est beaucoup plus facile de se dire, parce qu'on se protège soi-même, on se dit que c'est la faute de l'autre. Donc, Oui, puis il y a tout le concept des croyances. Qu'est-ce qu'on croit de l'amour? Sachant que nos croyances ont un impact majeur sur notre réalité. Si la personne a comme croyance, l'amour ne dure jamais, tu sais, imaginez-vous, je vous pose la question, que pensez-vous de l'amour? Bien, la réponse qui monte en dedans spontanément, l'amour c'est souffrant, l'amour ne dure pas, mais inconsciemment, on va être porté à manifester qu'est-ce qui va correspondre à nos croyances. Ouais. Donc, ceci, c'est d'être vigilant, je pense, puis de mettre aussi en relation la place pour la joie, pour l'humour, pour le rire, pour la légèreté, pour rendre notre quotidien le plus agréable possible, puis d'en faire une nouvelle conviction. Puis alors, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle qu'on refait le monde. de ce thème, qu'on refait le monde. On refait le couple. Puis c'est vrai qu'on spontanément, là, sans l'avoir préparé, on a placé un peu le thème des relations affectives sur la relation de couple. Hein, peut-être parce qu'on est en février, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toutes sortes d'autres relations affectives qui pourraient être, dont on pourrait parler, on pourrait extrapoler ce qu'on a dit aux relations parents-enfants, aux relations amicales, aux relations professionnelles aussi, où on développe, Exact. je vais parler d'attachement, là, entre guillemets, aux gens avec qui on travaille, etc. J'aime bien qu'on prenne peut-être les 15 dernières minutes d'un micro-libre pour aller vraiment concrètement donner des trucs aux gens pour... qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme truc, comme exercice, comme réflexion, comme piste, justement pour développer des relations affectives harmonieuses ou pour les rendre encore plus harmonieuses si elles le sont déjà. Hein, on a parlé des langages. Moi, j'en aurais un. Mais il y a d'autres choses. Oui, vas-y, Où je Pascal. rebondirais sur ce qu'elle disait. Quand elle dit, je demande aux gens, qu'est-ce que l'amour pour eux, et spontanément, ça monte. Moi, c'est un exercice que je faisais en atelier, où je disais aux gens, je les aidais un peu avec du langage hypnotique, juste à se mettre en méditation, à ressentir et à pas réfléchir, à juste écouter ce qui monte spontanément. Et j'avais une liste de questions. Qu'est-ce que je pense des hommes? Et je laissais un temps. Et là, les gens écrivaient « Qu'est-ce que je pense de la sexualité? Qu'est-ce que je pense de l'amour? Qu'est-ce que je pense... » Toutes sortes de questions. Vous choisissez la thématique que vous voulez. Et les gens étaient surpris de dire « Quand tu as dit « Qu'est-ce que je pense des hommes? » Ce qui a émergé spontanément, c'est des abuseurs, c'est des égoïstes. Alors, c'est intéressant de voir le bagage de croyances qu'il y a derrière. Et là, je les sensibilisais en disant « Si tu as cette croyance-là en toi,
tout ton être va faire en sorte de prouver que tu as raison. Ouais. Alors, sois vigilant. Et là, on posait toutes sortes de questions comme ça. C'était vraiment intéressant par rapport à la sexualité, par rapport à... Et là, les gens pouvaient découvrir, hey, j'ai cette croyance-là que quand je la mets en conscience, elle fait aucun sens. Et là, je pouvais leur suggérer de transformer et de modifier cette croyance-là. Donc, juste faire émerger déjà les croyances qui sont plus enfouies, là, parce qu'on ne se l'avoue pas. Oui, exactement. Mais lorsqu'on se connecte puis qu'on est honnête avec soi-même, émotionnellement, on le sent. Ils émergent, puis les paroles viennent tout seuls dans notre tête, les images et tout ça. Un exercice que j'avais appris de Marie-Lise Labonté à l'époque, que je trouvais super intéressant et qui peut être encore très utile, autant pour moi ou que je vais partager à des gens au niveau des croyances, c'est de spécifier la nouvelle croyance qu'on veut avoir. Par exemple, une personne dirait, en prenant son prénom, je vais prendre le mien pour l'exemple, « Moi, Lynn, je m'autorise maintenant à avoir une vie amoureuse saine et épanouie. » Supposons que ça, c'est la nouvelle croyance que la personne veut avoir. Bien, sachant que notre pensée est chargée d'émotions, est chargée d'une énergie mentale qui est très active souvent, puis qui va se répéter dans nos résultats de vie, juste d'écrire les objections qui vont monter en dessous de cette phrase-là. Par exemple, on reprend la phrase, là, « Moi, Lynn, je m'autorise à vivre une vie amoureuse qui est saine et épanouie. » Bon, c'est ma réalité, là, mais quelqu'un voudrait avoir ça. Donc, c'est quoi les objections qui montent en dessous? Et là, il peut sortir toutes sortes de gros mots, là. « Tu ne mérites pas, t'es rien, t'es trop stupide. » Puis là, il peut sortir toutes sortes de bêtises comme ça qui viennent nettoyer inconsciemment les choses. Jusqu'à temps, ça peut prendre 5-6 jours des fois d'en écrire, une demi-heure, 40 minutes, jusqu'à temps qu'en dedans, ça fasse « OK, c'est au neutre. » Et que je regarde la phrase, puis là, je la sens. Donc ça, c'est un petit exercice que je trouve qui est hyper aidant, qui permet de se faire un auto-coaching vraiment. Et un autre qui m'est arrivé un jour dans une conférence, un monsieur vient me voir à la fin et il me dit, et je lui donne le crédit, il s'appelle Paul, je n'oublierai jamais son exemple. Il dit, je me suis acheté un super beau livre avec des pages blanches dedans. Puis il dit, dans une couple de mois, c'est l'anniversaire de ma femme. Puis il dit, à chaque jour, j'écris dedans ce qu'elle représente pour moi. Les beaux moments qu'on a passés aujourd'hui, les qualités. J'ai apprécié son sourire, j'ai apprécié telle chose. Et chaque jour, j'écris dedans ce qu'elle représente dans l'action. Et ce sera son cadeau pour son anniversaire. J'ai dit, c'est tellement beau. Donc, au lieu de focaliser sur qu'est-ce qui est limitatif, qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dans les zones qui ont besoin d'être explorées, mais il dit, l'élan d'amour que ça m'amène et d'émerveillement. Il dit, je n'ai pas les mots. Et nourrir, exactement. J'avais trouvé ça tellement beau. Faire peut-être aussi le choix conscient de se choisir, quotidiennement. Je choisis d'être avec cette personne-là, de grandir avec cette personne-là. Donc ça, je trouve que c'est une bonne façon, en tout cas, de commencer, puis de faire le choix conscient, de mettre de l'énergie. Moi, je vois le couple un peu comme un feu de camp. Chacun doit mettre sa bûche pour justement entretenir le feu et tout. Ce que moi, je constate, puis comme outil, ce serait beaucoup de gens qui viennent me voir en couple pour... Le premier problème, c'est la communication. C'est souvent ça. On voit que finalement, c'est pas la communication puis qu'il y a autre chose derrière ça, mais c'est souvent la communication. Et ce que j'aime bien, c'est... je refais la différence entre... Souvent, les compromis. Hein, on veut faire des compromis en couple. Mais les compromis, on dirait qu'il y a toujours comme un perdant. Donc, il existe comme outil, ou deux, effectivement. Puis, il y a l'entente à double gagnant. L'entente à double gagnant, ce que j'aime de ça, c'est on regarde le besoin de un, le besoin de l'autre, et après ça, on fait un brainstorming. Là, on regarde vraiment les besoins profonds de chaque personne derrière. Par exemple, il m'arrive avec une dispute. OK, c'est quoi ton besoin? C'est quoi, toi, ton besoin? Et après ça, on fait un brainstorming de comment on peut tenir compte de ton besoin plus du besoin de l'autre, puis on trouve des solutions. Ouais. Et là, on va dans la légèreté, dans l'humour, etc., puis on essaie de trouver... Moi, je contribue à trouver des solutions, mais ils ne prennent jamais mes solutions, ce qui est génial, parce que finalement, c'est leur solution qui correspond à leur réalité et à leurs besoins. Donc, c'est intéressant de faire juste l'exercice en brainstorming. Et là, ils voient que finalement, c'est pas obligé d'être un ou l'autre, mais ça peut être une solution qui correspond à nos deux besoins. Ouais. Donc, ça, ils aiment bien faire ça. L'approche de la communication non violente, hein, si vous ne connaissez pas la CNV, ou communication orientée besoin,
ou communication non violente, ça sauve des couples, oui. Ben, ça les sauve parfois, justement, en mettant en lumière le fait qu'ils sont plus en couple, en fait, ils le savent pas encore. Ouais, Donc ça les sauve individuellement, ou ça les sauve parce que ça les ouvre vers une meilleure compréhension de l'autre. Alors, ça peut sembler être quelque chose d'assez structuré, la CNV, mais il y a moyen de faire ça au quotidien, juste d'être à l'écoute de l'autre, de ses besoins. Moi, il y a une question, j'avais fait un atelier un jour avec Fletcher Peacock, qui a écrit un super bouquin, là je vous le conseille, c'est Arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes, sur l'approche orientée solution et la communication orientée besoin, justement, qui est en fait la CNV. Et Fletcher, il avait il a l'habitude de, quand il vous voit, de dire qu'est-ce que je peux te souhaiter pour aujourd'hui, juste cette question-là. Mais ok, moi j'étais surpris la première fois qu'on m'a posé cette question-là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour aujourd'hui? Puis ça m'oblige à aller regarder à l'intérieur. Mais c'est vrai, ça, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Parce que ce dont j'ai besoin maintenant, c'est peut-être pas la même chose que j'aurais besoin demain ou hier. Ben pour aujourd'hui, tu peux me souhaiter, je sais pas moi, du calme. Ok, je viens de nommer mon besoin. Mais j'ai été obligé d'aller voir à l'intérieur. Et ça, dans une relation de couple ou dans une relation parent-enfant, etc., juste de demander à votre enfant, quand il part à l'école, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ta journée? Ou qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre ta journée plus belle? C'est beau de poser cette question-là à quelqu'un en se réveillant. Mais du coup, ça nous branche sur les besoins de l'autre et sur l'écoute. C'est des petits trucs ça m'a aidé beaucoup avec les enfants, moi, ça. De nommer le bon besoin. Pendant longtemps, j'étais impatient avec eux, avec elles, j'ai 2 filles, puis je pouvais lever le ton parce que quand tu fais du ménage, puis que tu reviens dans la pièce, puis que finalement, c'est le bordel, ça faisait monter de la colère, puis sans arrêt, je leur disais « Ramassez-vous, puis vous êtes toujours comme ça, puis vous ramassez jamais. » Moi, j'ai arrêté de faire le ménage. C'est ça, les toujours, les jamais. Mais qu'est-ce que ça créait? Le message ne passait pas. Pour elles, je n'étais qu'un vieux grincheux qui était jamais content. Puis moi, je me faisais pas comprendre. Et le jour où j'ai pris le temps d'observer en conscience quel était mon besoin, j'avais juste besoin d'être respecté dans ce que j'étais et dans tout l'effort que je mettais. Et quand je l'ai adressé comme étant « Les filles, j'ai l'impression que vous ne me respectez pas, j'ai besoin de respect », ça a changé complètement. Parce que elles, je les ai touchées émotionnellement au lieu de leur faire sentir pas assez et inadéquates. Et automatiquement, il y a eu une transformation. Bon, la plus jeune, pas nécessairement, mais la plus vieille, oui. La plus jeune, j'ai eu après ça à me respecter, à dire maintenant, pour me faire respecter, je mets des conséquences. Et la dynamique a changé, puis disons que le ménage est mieux. Oui, puis leur apprendre aussi à eux à déterminer leurs besoins. Leurs besoins par rapport à ça. Un enfant qui hurle parce qu'il veut quelque chose, notre première tendance, ça va être de dire « Mais tais-toi, silence, arrête de crier ». Mais si tu t'accroupis à côté, que tu dis de quoi tu as besoin, même l'enfant, il est surpris de t'es à l'écoute de mon besoin, d'aller chercher vraiment cette communication orientée besoin, sans structurer ça comme de la communication non violente, où on passe par les émotions, où on formule des demandes, etc. Mais juste ça change la dynamique relationnelle, c'est clair. Définitivement. Tout à fait. Puis ça me fait penser à un exercice. Ça fait un peu la suite de ce que tu mentionnais tantôt, mais ce que j'explique aux gens, souvent, ça va être, par exemple, si on est en couple, vous pouvez vous asseoir chacun de votre côté une couple de jours et de vous poser la question de quoi j'ai besoin, moi. Quels sont mes besoins pour moi? Quels sont mes besoins pour la relation? On met ça en commun. Et on en garde quelques-uns qu'on se dit, OK, dans les 2-3 prochaines semaines, on se met un délai pour s'amuser, on s'amuse à mettre en avant-plan ce qui va venir nourrir la relation. Je donne un exemple. Quelqu'un aurait besoin plus de câlins, bisous, l'autre n'en donne pas. C'est important, on pourrait le dire, c'est important pour moi de ressentir cette tendresse-là. Elle fait partie d'un univers qui me nourrit. Et l'autre, son jeu, c'est de dire, OK, c'est pas je me lève le matin, je vais lui faire un câlin, donner un bisou, je vais être débarrassée pour la journée. Non, c'est important pour elle ou lui. Écoute, avec mon cœur, je vais là-dedans. Mais souvent, c'est une personne qui va avoir vécu des sentiments de trahison, d'injustice, puis qui s'est coupée de ses émotions, puis qui a peur de ça, puis qui n'est pas portée à y aller. La personne a l'occasion d'aller faire une introspection en même temps aussi, de rencontrer ses propres limitations. Donc, tous les deux déterminent certains besoins qu'ils ont à mettre en commun et dans les prochaines semaines, s'amusent à se mettre en action. Et quand tu parlais que des fois, si juste une personne s'implique dans la relation,
puis que l'autre y va pas, mais c'est une belle occasion de voir est-ce qu'on est impliqués tous les deux, pas qu'on veut faire passer le test ultime au couple, mais le but, c'est de jouer le jeu de l'amour partagé, de l'engagement qui nourrit la relation. Puis si on s'aperçoit qu'on est tout seul à jouer, bien là, tu te dis, OK, on va chercher de l'aide, on fait quoi, tu sais? Puis pas être dans l'attente quand on fait jouer. cet exercice-là, c'est intéressant de ne pas être dans l'attente. Puis aussi se rappeler qu'on est d'abord responsable de nos besoins, d'y répondre. Donc oui, l'autre peut répondre à nos besoins, etc., mais on est quand même les premiers responsables de ça. Exactement. Bon, ça fait des bons trucs pour les gens qui nous regardent, hein, que ce soit en direct sur Facebook, sur la page Auto-Coaching, ou qui regarderont en rediffusion sur le site d'Auto-Coaching. Il est déjà 14h. Ça passe super vite. Ah oui. Ouais. Merci à vous trois pour votre expertise. Vous savez, donc les femmes, vous pouvez aller consulter Pascal, les hommes, vous pouvez... puis tout le monde peut aller chez Lynn aussi, si vous avez plus de questions. Même parfois se faire accompagner dans ces processus-là, c'est une bonne chose aussi, même si vous avez beaucoup de trucs là pour commencer à faire cette introspection, cette écoute de vos besoins, des besoins de l'autre. Merci à vous trois. J'ai des petits cadeaux, lynnbolduc.com, allez dans le blog, il y a plein de petits cadeaux pour l'amour que vous pouvez aller télécharger. J'aimerais, Lynn, que tu nous redonnes le titre du livre que tu as mentionné au début, très très rapidement. Pour que se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre. Les gens me disent c'est comme une véritable thérapie, ça va droit au cœur de l'être et ça nous aide à être capable de se sentir une personne épanouie amoureusement, autant en termes familial, professionnel qu'au niveau du couple, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est un coffre d'outils extraordinaire pour faire une grande rencontre avec soi et de savoir comment la créer, cette relation-là, où est-ce qu'on se sent si heureux. Merci beaucoup, Lynn. Alors, vous avez une belle ressource à votre disposition. Disponible seulement sur lynnbolduc.com, section boutique, par contre. Moi, je veux celui-là. C'est ça. Moi, je veux celui-là dédicacé. Et je veux l'offrir. Et vous avez évidemment autocoaching.net aussi pour aller chercher les capsules de nos éclaireurs sur cette thématique-là et plein d'autres aussi pour favoriser le développement pour vous, en fait, d'outils qui vous permettent à vous de progresser, de mieux vous connaître, d'aller à la découverte de vous-même, finalement, de ce qui vous fait du bien. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Merci, Joanne. Merci, Pascal. C'était un bonheur. Faire ça avec vous autres. Merci à chacun, chacune. Toujours merci aux auditeurs. Précieuse sur Auto-Coaching. Et on vous retrouve bientôt pour un autre micro libre. Et en attendant, allez visiter autocoaching.net toutes les semaines, des nouvelles vidéos, des nouvelles capsules, du nouveau contenu pour vous, pour votre bien-être. Alors, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.